Bien, chers collègues, on va pouvoir commencer. S'il vous plaît. Quelqu'un peut m'augmenter le son? Et puis, j'ai rien. On peut me mettre en route. Pourquoi je sais faire? Non, c'est fort. C'est où le son? Je viens de le monter là-bas. On peut monter là-bas. Chers collègues, Et je coupe le son. ah mais il faut que j'allume, voilà. Là, ça va mieux. Non. Et Larsen est sur la ligne. Voilà, voilà. Au moins, vous avez entendu de Larsen. Donc, on va pouvoir commencer ce conseil communautaire et notamment désigner un secrétaire de séance. David Buisson était volontaire. Et on va procéder à l'appel tout de suite, si Patrick Romestin veut bien s'y coller. Bouge pas, Patrick, je te donne la parole tout de suite. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Alban Fontenil, Simone Christin Lafont, Jean-Claude Garde, Quentin Paquet, Robert Rogeff, Anne Jean-Jean, Clément Gaumont, Claudine Cour, André Gay, Thierry Deville, Hervé Bru, Christine Bertin, Serge Lérory, Frédéric Serret remplacé par Nicolas Meunier, Marie-Thérèse Giry a donné pouvoir à Alban Fontenil, Sylvie Genebrier, Alféo Guillotot, Valérie Goudfard, Pierre Giraud a donné pouvoir à Claudine Cour, Patrice Couchot, Marc Pellardi, Christiane Branjari, Roland Bost, Georges Thomas, André Barthélémy, Karine Gandray, Michel Jassler, Pierre Barthélémy, Yannick Touran remplacé par Vivien Brouillat, Christian Cassoulot remplacé par Pierre-François Chaud, Christophe Détrat, Dominique Guillain, Valérie Alvic. Valérie, bientôt là? Ok, merci. François Forcher, Jean-Philippe Montagne, Pascal Roche, Serge Grandjean, Thierry Chavaran, Bernard Tranchant, Marie-Gabrielle Pister, Thierry Missonnier, Patrick Romestin présent, Alain Limousin absent, Roland Bonnefoy, Thierry Gouby. Merci. Pierre Verdier, Georges Boncompin, Daniel Dubost remplacé par Pierre-Yves Punière, René Avril, Bernard Coutançon, Christophe Basile, Présent. Christiane Bayet, pouvoir à Cindy Giardina, Abderrahim Bentayeb, Jean-Yves Bonnefoy, Pierre Contrino, Bernard Cotier, Géraldine Dergelet, Catherine Doublet, Jean-Marc Dufix. Pardon. Voilà. Et Valérie Alvic est arrivée. Merci. Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina, Martine Grivillère, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, Stéphanie Fayard, Julien Degoud a donné pouvoir à Nicolas Meunier, Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray, Christelle Masson, Stéphanie Bouchard remplacée par Nicolas Roland, Patrick Ledieu, Joël Épinat, Marc Archer a donné pouvoir à Éric Lardon, Rachel Meunier-Favier a donné pouvoir à Thierry Deville, David Sary a donné pouvoir à Pascal Roche, Michel Jourgeon, David de Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier, Évelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Oui. Jean-Pierre Bras a donné pouvoir à Hervé Bru, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René Françon, Flora Gauthier a donné pouvoir à Olivier Joly, Alain Laurendon, Nathalie Legal, Gilbert Lorenzi a donné pouvoir à Alain Laurendon, François Madvet, Pascal Pelou, Ghislaine Poyet, Carole Tavitian a donné pouvoir à François Madvet, Gilles Thomas, Éric Lardon, Martine Charles, Marcel Jouara,
Stéphane Villard. Rambert Paillard a donné pouvoir à Quentin Paquet. Jean-Marc Dumas. Annick Brunel a donné pouvoir à Christian Soulier. André Gachet. Christian Soulier. Jean-Maxence de Monchy. Frédéric Pugnier a donné pouvoir à Frédéric Millet. Pierre Drevet. Michael Miomandre. Jean-René Joindel. Jean-Marc Grange. Marie-Thérèse Gagnère. Christophe Breton a donné pouvoir à Pierre Verdier. Julien Ronzier. Merci. Yves Martin. Patricia Carrette a donné pouvoir à Thierry Hareux. Thierry Hareux. Nicole Pinet a donné pouvoir à Yves Martin. Gérard Peslon. Alexandre Palmier. Yves Duport. Hervé Béal. Jean-Paul Tissot. Hervé Perronnet. Bertrand Daval. Merci. Merci Patrick. Le quorum étant largement atteint, je vous propose d'approuver le procès-verbal du 12 décembre 2023. Est-ce qu'il y aurait des remarques ou des questions sur ce procès-verbal? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, vous avez vu qu'à l'ordre du jour, on avait des désignations à nouveau dans les organismes extérieurs à faire suite aux récentes élections. Et en l'occurrence, pour la première qui concerne le collège uniquement, pour le lycée, ça restera inchangé. Je vous rappelle que pour le collège, le titulaire était Valérie Goudfarl et le suppléant Laure Chazelle. Laure Chazelle n'est plus avec nous. On vous propose pour le collège, en titulaire Robert Ogef et en suppléant Pierre Drevet. Et pour le lycée, on resterait avec le titulaire Pierre Drevet et le suppléant Valérie Goudfarl. Est-ce que cela pose question? Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Donc les représentants du collège seraient Robert Ogef et Pierre Drevet. Pas de questions, des votes contre, des abstentions, je vous remercie. De la même façon, pour le syndicat mixte du SCOT Sud-Loire, j'ai un suppléant à désigner. Et pour le coup, nous nous sommes rendus compte que notre vice-président sur l'eau n'était pas présent au SCOT et je propose donc la candidature de Patrice Couchot, compte tenu de l'importance de ce sujet au SCOT. Est-ce qu'il y aurait d'autres candidatures? Il n'y en a pas d'autres. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour le SMAGL, là, on rentre dans le tourisme. Il est proposé la candidature de Robert Ogef. Pas de problème, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Pour l'EPIC Office du tourisme, en titulaire Robert Ogef et en suppléante Anne Jouanjean. Est-ce qu'il y aurait des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et enfin, pour la Rouennaise de l'eau, alors ça, c'est pour faire suite à un arrêté interpréfectoral qui porte modification des statuts de la Rouennaise de l'eau et l'adhésion de LFA pour des communautés de communes des Val-d'Aix-Élisable et des Pays d'Urfé et de Marcigny ou syndicats mixtes Rouennaise de l'eau pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il nous est demandé d'avoir 3 membres titulaires afin de siéger au comité syndical de la Rouennaise de l'eau. Les candidats proposés sont Patrice Couchot, pas forcément très étonnant, Stéphanie Fayard, pas forcément étonnant, Alban Fontenille, puisque l'idée était de prendre un maire concerné par cette gestion également du secteur. Alban qui a accepté évidemment, il était au courant, il est où? Je vous pose. Ah ouais, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième délibération qui me revient de vous présenter, c'est l'adhésion de LFA au CEREMA. Faut savoir que la loi nous permet de travailler avec le CEREMA sans mise en concurrence. C'est la loi. N'empêche que c'est un centre d'études d'expertise et qu'il peut nous être bien utile pour plein de raisons. Mais on ne peut travailler avec le CEREMA sans mise en concurrence à partir du moment où nous adhérons. Et quand on adhère, on doit payer 2 000 € par an. Normalement, les finances de l'agglo devraient pouvoir y arriver.
et proposer un candidat pour représenter la collectivité. Le candidat proposé est Éric Lardon, compte tenu de quelques sujets mobilité dont traite le CEREMA, par exemple la loi LOM qui va nous occuper, pour laquelle d'ailleurs on va pas tarder à solliciter l'ensemble de nos parlementaires sur le sujet. Mais attention, le CEREMA s'occupe de beaucoup d'autres choses que simplement les mobilités. Il s'occupe aussi de renaturation, il s'occupe de centre-bourg, il s'occupe de tout. Enfin, c'est un cabinet d'études et d'expertise quasiment sur tous les sujets qui concernent l'agglomération. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie et je laisse la parole à Yves Martin pour des sujets de commande publique. Bonsoir à toutes et tous. Simplement ce soir, deux marchés à vous présenter. Tout d'abord, le marché de travaux d'aménagement de voirie de la rue Saint-Jean sur la commune de Montbrison. Ce marché, alors attendez, ça commence. La date, ouais, heureusement qu'il n'y en a que deux, mon voisin me souffle. Ah, c'est gentil, c'est gentil. Mon voisin de droite, oui. Alors, 4 plis sont parvenus en réponse à la consultation. 3 offres ont été déclarées conformes et il vous est proposé d'attribuer ce marché à l'entreprise Eiffage Route Centre-Est à Andrézieux-Boutéon pour un montant de 340 974 € hors taxe et avec les critères suivants, le prix 60% et la valeur technique 40%. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Eh bien, pas grand-chose. Sinon que l'estimatif était de 320 000 € et que nous sommes un petit peu plus chers. Voilà. Y a-t-il des questions? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Le deuxième marché est le marché de faussage des accotements de voirie. La consultation contient 6 lots. Le lot 1, secteur nord-ouest, le lot 2, secteur nord-est, le lot 3, secteur centre-ouest, le lot 4, secteur centre-est, le lot 5, secteur sud-ouest et le lot 6, secteur sud-est. 6 plis sont parvenus en réponse à la consultation et les 6 offres ont été déclarées conformes. Le classement des offres a été effectué par la commission d'appel d'offres lors de la séance du 23 janvier. Les critères de jugement des offres, prix 80%, valeur technique 20%. Et nous vous proposons de valider, si vous en êtes d'accord, l'attribution des lots de manière suivante. Le lot 1 pour l'entreprise de rue de Saint-Laurent-sur-Rochefort pour un montant de 30 356 € hors taxe. Le lot 2 à l'entreprise de rue également de Saint-Laurent-sur-Rochefort pour 27 517 € hors taxe. Le lot 3, l'entreprise Gourbière-Gachet de Montbrison pour 39 627 € hors taxe. Le lot 4, à l'entreprise Duboeuf Travaux Agricoles pour 40 178 € hors taxe. Et cette entreprise est à Chevrières. Elle a le lot 5, Jean-Yves Porte de La Tourette pour 26 818 € hors taxe. Et le lot 6 à Duboeuf Travaux Agricoles de Chevrières pour 15 832 € hors taxe. Vous pouvez remarquer que, comme certaines et certains nous l'avaient demandé, nous avons bien marqué l'adresse du siège de chacune des entreprises. Et vous nous l'aviez demandé à juste raison. Y a-t-il des questions par rapport à ces attributions? Oui. Oui, bonsoir. Vous dites qu'il y a eu 6 offres, donc il y a eu une offre par lot? Non, il n'y a pas eu une offre par lot. Il y en a certains qui ont démarché de l'eau. Enfin, voilà. D'abord, la preuve en est, c'est qu'il y en a qui ont de l'eau. Voilà. Mais on n'a pas attribué à certains. Voilà, c'est tout. Bonne question.
Mais d'après ce que je comprends, moi, tout le monde est servi au final. Voilà. Enfin, non, pas tout le monde. Non, 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 non. Ah, non. Il y a des... Non. Ah ben non, il y en a qui ont été attribués Voilà. 2 fois. Donc, il y a des entreprises qui n'ont, à qui on n'a pas attribué de l'eau, mais qui ont soumissionné. Oui. Pas d'autres questions? Ben, nous passons au vote, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour l'unanimité. Je vais laisser Patrice Couchot nous présenter un sujet de sécurisation de réservoirs d'eau potable. Oui, bonsoir. Donc, c'est des travaux qui ont été réalisés sur la commune de Margerie-Chantagrès pendant l'été 2023. Donc, les travaux, c'était de sécurisation donc, du réservoir situé sur la commune de Margerie, le réservoir de Rossigneux. En fait, il y avait un marché qui se déroulait en deux types de travaux, renouvellement d'une canalisation de manière traditionnelle, on change la canalisation, et l'autre, c'était passer une résine à l'intérieur d'une canalisation. Il s'avère qu'après passage de caméra dans une canalisation, eh bien, on n'a pas pu réaliser les travaux de résine, donc il a fallu faire réaliser les travaux par l'entreprise qui avait été retenue pour les travaux de pose conventionnels. Donc, c'est pour ça qu'il vous est demandé de valider un avenant au marché, à savoir le montant initial du marché était de 106 000 €. Et là, le fait de rallonger donc, des linéaires pour le changement de la cana en traditionnel, ça fait augmenter donc, le montant du marché de 33 458 €, pour un montant global de 39 720 €, soit une augmentation par rapport au lot attribué à la société SAD de 31,49%. Donc c'est pour ça qu'on doit le passer en conseil communautaire. Voilà. Ces travaux ont été réalisés juste avant la sécheresse qui a permis de laisser l'eau dans les réservoirs du haut ou les réservoirs de tête qui sont sur les communes des Monts du Forêt, notamment dans le secteur Margerie-Lumière. Voilà. Est-ce qu'il y aurait des questions ou des observations? Il n'y en a pas? Très bien. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre? Qui s'abstiennent? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Allez. On poursuit avec un sujet ressources humaines, plusieurs sujets ressources humaines. Patrick Romestin. Le premier concerne le renouvellement de notre adhésion au pôle santé au travail qui arrive aujourd'hui à son terme. Le CDG nous a communiqué un nouveau projet de convention dédié à la médecine préventive et à la prévention des risques professionnels concernant nos agents. Il vous est proposé ce soir de charger à nouveau les services optionnels du pôle santé au travail de mettre en œuvre la surveillance médicale de nos agents pour une période initiale de 3 années, renouvelable 3 fois par tacite reconduction, sur la base des modalités énoncées dans la note de synthèse. Y aurait-il des questions, des remarques sur ce point? S'il n'y en a pas, y aurait-il des votes contre? Des abstentions? Merci. Le point suivant, des modifications au tableau des effectifs avec 3 suppressions, créations de postes qui ont reçu un avis favorable au dernier CST du 23 janvier. Le premier concerne le poste numéro 144, c'est un poste de coordinateur voirie. Et suite au travail effectué pour déterminer les grades de plafond, c'est un poste qui est aujourd'hui en catégorie B. Et la proposition, c'est de supprimer ce poste en catégorie B et de créer un poste de catégorie A sur le grade d'ingénieur territorial. La deuxième proposition, c'est le poste numéro 150, le poste de responsable rivière. Cette fois-ci, c'est un poste de catégorie A et la proposition, c'est de le créer sur une catégorie B sur les grades de technicien, technicien principal, deuxième classe et première classe. Et la troisième suppression-création, c'est le poste numéro 401, le poste d'agent d'exploitation eau potable. Là aussi, la proposition, c'est de supprimer le poste en catégorie B et de le créer en catégorie C sur les grades d'adjoint technique principal, deuxième et première classe, d'agent de maîtrise et agent de maîtrise principal. Ensuite, c'est une modification de grade sur le poste numéro 420, le poste d'agent d'exploitation eau potable. Ce poste fait aujourd'hui l'objet d'une vacance et il est actuellement ouvert en catégorie C dans le cadre d'emploi des agents de maîtrise.
Et il nous semble plus pertinent que ce poste relève de la catégorie C dans son intégralité. Il vous est donc proposé d'ajouter dans les grades ouverts les grades d'adjoint technique principal 2e et première classe. Et pour terminer, c'est une modification d'indice de rémunération, comme vous avez pu le voir sur 5 postes, poste coordonnateur ADS, juriste, responsable cinéma, responsable du service commun projet urbain et les postes de chargé de mission animateur Grenelle concernant l'eau potable. L'intégralité de ces modifications représente un coût de 1 700 € sur l'année. Y aurait-il des questions ou des remarques? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui serait contre? OK. Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci, Patrick. On poursuit avec une modification du périmètre d'autorisation du permis de louer sur la commune de Boin, présentée par Valérie Goudfarn. Oui, bonsoir à tous. Voilà, donc suite à la demande de la municipalité de Boin, c'est élargir le périmètre du permis de louer au-delà du centre-bourg de Boin. Voilà, c'est effectif depuis octobre 2022. Ça fonctionne très très bien. C'est vrai qu'on a des excellents résultats dans notre groupe de lutte contre l'habitat indigne. Et voilà, la commune nous a sollicité pour étendre le périmètre au-delà du centre-bourg. Voilà, donc je vous propose d'approuver ce nouveau périmètre et approuver la date du 2 septembre 2024 pour que ça soit pris en compte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? Eh bien, écoutez, y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Écoutez, je vous remercie. Merci Valérie. On enchaîne avec la vente d'un terrain économique à Noir-Étable, présenté par Jean-Paul Forestier. Oui, bonsoir. Oui, il s'agit d'une vente d'un lot à la zone économique de l'étang à Noir-Étable. Il est proposé au conseil communautaire de bien vouloir approuver la vente d'un lot situé zone d'activité économique de l'étang à Noir-Étable à la société Tout Travaux, représentée par M. Nicolas Faure. Cette société installée à la zone de l'Orée à Saint-Jean-la-Vêtre est spécialisée dans la mise en place de ponts provisoires métalliques et autres travaux publics liés à ces installations de ponts. Cette société a un rayonnement qui va au-delà de la région Aura. Le prix forfaitaire est de 103 805 €, avec une surface de 5 755 € pour la partie plate, soit 18 € le mètre carré, et un surplus formé d'un talus de 2167 mètres carrés à 0,10 € le mètre carré. L'activité maçonnerie sera conservée sur l'ancien site. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. On poursuit avec un sujet présenté par Stéphanie Fayard qui concerne les bassins versants de l'Once du Nord et de l'Andrable. Bonsoir à toutes et tous. Donc, c'est revenu. De la validation de la stratégie territoriale du programme d'action du contrat territorial Loire et affluent Velave pour la période de 2024-2026 portée par l'EPAGE Loire-Lignon. Donc, Loire Forêt Agglomération adhère à l'EPAGE Loire-Lignon depuis l'année 2020 et lui délègue la compétence GEMAPI pour 7 communes sur le bassin versant de l'Anse du Nord et de l'Andrable. Ce contrat territorial et affluent Velave arrive à son terme et est actuellement en phase de révision avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le prochain cycle se déroulera de 2024 à 2026. Ce contrat territorial porte sur le bassin versant de plus de 1540 km² et environ 1620 km de cours d'eau. Il a pour objectif d'atteindre le bon état écologique des masses d'eau en état moyen sur le bassin versant et le maintien du bon état des eaux sur 8 masses d'eau déjà en bon état. Le nouveau contrat territorial sera validé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne en début d'année 2024. Le montant prévisionnel de la contractualisation 2024-2026 est estimé à 5 059 766 € avec un estimatif des participations pour Loire Forêt Agglo de
51 344 € pour 2024, de 16 634 € pour 2025 et de 8 384 € pour 2026. L'EPAGE Loire-Lignon assurera, comme pour la première phase, l'animation et la coordination du contrat territorial, ainsi que sa maîtrise d'ouvrage. Il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir valider cette stratégie territoriale et le programme d'action pour la période 2024-2026 portée par l'EPAGE Loire-Lignon et contractualisée avec l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Y aurait-il des questions? Y aurait-il des votes contre? Des abstentions? Eh bien, je vous remercie pour cette unanimité. On poursuit avec deux sujets concernant des mesures environnementales présentées par Marie-Gabrielle Pfister. Il va appuyer sur son bouton pour que je... Merci, bonsoir à toutes et à tous. Moi, j'ai l'honneur, je crois, de clôturer. C'est les deux derniers points sont pour moi. Alors, le premier, le plan d'aménagement de la forêt de Goutelas. Loire-Forêt Agglomération est propriétaire du château de Goutelas et de ses abords, avec un espace boisé et forestier de 5 hectares. Et aussi, amenant au château, une allée cochère arborée. Le code forestier nous permet la mise en œuvre d'une gestion confiée à l'Office national des forêts. Les services de Loire-Forêt Agglomération, c'est-à-dire l'environnement et la culture, ont travaillé à la rédaction d'un plan paysager qui permet une gestion de ces bois. Il y a un document fourni en annexe avec des plans. On y expose les grandes lignes qui expliquent la forêt a bien été analysée avec son environnement, qu'il y a des objectifs qui sont programmés, les actions qui vont faire en sorte que la gestion de cet espace naturel soit durable, et aussi ce projet qui s'intègre pleinement dans le programme culturel du site de Goutelas, articulé autour d'un triptyque humanisme, droit et création, et qui permettent la tenue d'activités créatives au sein de la forêt, tout en la respectant, bien sûr. Il est proposé au Conseil communautaire de bien vouloir accuser réception de ce projet d'aménagement de cette forêt de Goutelas, le coût en étant estimé à un montant de 8 000 € par an, d'approuver ce plan d'aménagement de cette forêt et de demander au service de l'État pour cet aménagement, au titre de la législation propre à Natura 2000 et aux sites classés et aux sites inscrits, aux monuments historiques et aux aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Auriez-vous des questions? J'ai peut-être été un peu rapide. Oui. Oui, rebonsoir. Pierre Verdier, donc je suis le maire de la commune de Marcoux et il se trouve que cette forêt et le château de Goutelas sont sur ma commune. Ouais. D'abord, je voudrais dire en préambule que je trouve regrettable qu'on n'ait pas été informé avant de ce projet. On arrive là, bon, j'ai pris le projet en annexe là, et j'ai découvert des choses quand même. D'abord, la première chose, 8 000 € par an à l'ONF. Je trouve que c'est vraiment excessif, simplement pour gérer 5 petits hectares de bois. Et donc, en plus, il faut quand même savoir que chaque année, il va falloir replanter, couper. Plus ces travaux-là, c'est pas l'ONF qui va les faire. Donc, puis j'ai vu dans l'annexe, par exemple, des choses qu'il fallait laisser des arbres morts, par exemple. Puis j'ai appris, par hasard, qu'il y avait des chats sauvages dans cette forêt. Je crois que je suis né sur cette commune. Je la connais très bien. Et il y a très, très longtemps, ça fait 20 ou 30 ans que je n'ai encore pas vu un chat sauvage. Pourtant, je parcours la forêt de temps en temps pour aller à la chasse ou pour me promener. Donc, je suis vraiment surpris. Je ne comprends pas que simplement les services techniques de l'agglo ne peuvent pas gérer les coupes et ce qu'il faut faire sur la forêt. Voilà. Je me permettrais, presque sur le ton de l'humour, de dire que les chats sauvages, s'ils sont sauvages, justement, pour ça qu'on ne les voit pas, peut-être.
Euh, bon, après, pour la gestion par l'ONF, c'était la plus logique. Une étude a été faite et c'est quand même ceux qui sont le plus professionnels sur le sujet. J'ai un trou de mémoire, là. Les services techniques de Loire-Forêt. Alors, je me tourne, on a des services techniques à Loire-Forêt? Alors, on n'a pas de service technique à Loire-Forêt. Hein. Alors, moi, je veux bien le créer, mais je crains que, pour le coup, tu sois à nouveau pas d'accord. Je m'excuse pour l'emploi de services techniques, mais je vois quand même qu'il y a eu quand même tout un dossier qui a été fait par les services de l'agglo. Est-ce qu'il faut technique ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est là que j'ai vu qu'il y avait le problème. Le chat sauvage, par exemple, je les vois de mes yeux quand même. Donc, non, mais je voterai contre ce projet, même que je sur ma commune, pas du parce tout. que je trouve excessif de donner 8 000 € à l'ONF pour gérer 5 hectares de bois qui peuvent se gérer autrement. Donc, voilà. Non, mais tu as tout à fait le droit de donner ton opinion et ton avis sur tous les sujets qui concernent la forêt d'agglomération. Il n'y a aucun problème, y compris sur le coût. C'est d'ailleurs quelque chose qui revient. Par contre, je suis désolé, on n'a pas la capacité de le faire en interne, ça. Voilà, on n'a pas de service technique qui en fait en interne. On passe par un prestataire, et le prestataire choisi, c'est l'Office national des forêts, qui est le partenaire. Maintenant, on entend ici ou là que l'ONF peut quelquefois paraître cher. Paul. Moi, je partage tout à fait le sentiment de mon collègue de Marcoux. 8 000 € pour gérer 5 hectares de bois, 5 hectares de bois, eh bien, je suis candidat, moi, quand vous voulez, quoi. Hein? Si ça peut, je le ferai pour moins cher. Hein. C'est une honte, 8 000 € pour 5 hectares, non, mais Oui, par rapport à ce montant, moi aussi, parce qu'on a l'habitude de travailler avec l'ONF, donc ça ne me dérange pas, ils sont très professionnels de ce côté-là, mais c'est le montant, il y a des travaux prévus dans les 8 000 €. Oui. Ah oui, parce que la gestion, d'accord, ok. Alors, simplement... oui, c'est pas juste de la surveillance. Hein. Non. C'est pas juste de la surveillance, c'est pas juste de la coupe de bois, et voilà. Non, mais vous pouvez souffler, pas être d'accord, j'ai pas de problème. Voilà. C'était juste qu'on n'a pas de service technique, on peut pas faire en interne, et je me réserve le droit de vérifier cette histoire de chat sauvage, ça me préoccupe terriblement. C'est vrai que il est possible qu'il en existe aujourd'hui, comme le loup, qui revient et qui n'en existait pas auparavant. C'est possible. T'as vu le loup? Mais j'ai du mal à imaginer qu'on puisse écrire des choses qui ne soient pas vraies. Mais après, voilà. Mais sur le reste, vous avez... je respecte votre opinion, même si le travail n'est pas juste de la coupe de bois. Pierre Verdier. Ah, j'aurais pas dû le relancer sur le chat sauvage. Oui, mais je demande qu'à voir. Justement. Moi aussi, parce que pour le coup, j'en soigne pas, donc j'aimerais bien les voir. Comment? J'en soigne pas, donc j'aimerais bien les voir. Oui. Donc, Madame la vice-présidente a dit qu'il y aura des travaux. Dans ces 8 000 €, il y a des travaux de prévus. Moi, d'après ce que j'ai lu, c'est pas ça. Hein. Donc, il y a de la coupe à faire. Il y a des bois qui seront à couper, par exemple, et qui vont coûter plus cher que. Il va falloir. Le prix du bois qu'on va vendre, ça ne va pas couvrir les frais de coupe. Il y a de la coupe et il y a de la replantation d'essences qui seront plus adaptées au réchauffement climatique. Tout est réfléchi normalement. Alors, comme j'ai l'habitude. Il y a des plans, il y a des plans d'arbres, alors ça m'étonnerait. Pierre, ce que je te propose, et pour le coup, j'en suis désolé, ce que je te propose, Marie-Gabrielle, si tu veux bien organiser une réunion avec l'ONF, Pierre Verdier et les élus que tu souhaites, Marie-Gabrielle, pour expliquer pourquoi l'ONF facture 8 000 € ses travaux. Voilà, on va le faire, parce que je pense que c'est important. Et j'avais autre chose qui m'échappe. Pour le coup, il est vrai que sur des projets comme ça, on pourrait effectivement quand même informer le maire qui s'y intéresse. Après, le verre à moitié plein dira, on s'occupe de la commune de Marcoux pleinement et de 5 hectares de forêt. Plutôt bien.
Verre à moitié plein. Verre à moitié vide, c'est ce que tu dis. J'ai quelqu'un d'autre là. Simone Christin Lafont. Oui, juste un mot sur ces questions, parce qu'on a une charte forestière qui est en cours, donc toutes ces questions de la forêt sont à l'ordre du jour. Et je pense que on pourrait se servir de ce point-là, qui est un point très concret, déjà pour partager un certain nombre de choses. 8 000 €, tout dépend ce que ça recouvre, pour être un petit peu initié des coûts de la forêt. Soit c'est rien du tout, soit c'est énorme. Tout dépend ce qu'il y a derrière ces 8 000 €. Parce que replanter si on doit replanter 5 hectares, quelles que soient les essences que l'on y met, c'est beaucoup plus que 8 000 €. Donc moi, je considère que dans ce cas-là, c'est une chance. Par contre, si, je ne sais pas si c'est à la charge, enfin, je pense que ce qui est soulevé là, c'est bien de décrire ce que tout ceci recouvre, parce que s'il faut replanter, c'est à la charge de qui si c'est pas dans les 8 000 €? Qui va payer? Donc, à mon avis, il y a derrière, je ne ferai pas de mauvais jeu de mots, mais derrière ces 8 000 €, il y a vraiment un grand champ. Et moi, je pense qu'il serait bien, à l'occasion, une fois, enfin, qu'il y ait une réunion peut-être entre les concernés, c'est une chose, mais qu'on puisse en débriefer ici pour que cela nous serve dans nos communes pour avoir ne serait-ce qu'une idée des coûts pour ceux qui ne sont pas initiés à ces coûts. Moi, vraiment, ce 8 000 € me surprend, soit en moins, soit en plus. Mais dans mes schémas et dans les connaissances des prix que j'ai, je ne vois pas trop à quoi ça correspond. D'accord, une réunion sera organisée. Ah mais la réunion communale, je retiens l'idée également, on a une commission environnement sur laquelle ça peut être expliqué, et coupler ça, tu as entièrement raison, avec la charte forestière. Clairement, est-ce qu'il y a un lien avec la charte forestière? Si oui, dans quel plan d'action ça s'inscrit et pourquoi, effectivement, on justifie ça? Entièrement d'accord. Pas d'autres questions? On passe quand même au vote? Qui est contre? C'est noté? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, désolé, Marie-Gabrielle, tu ne conclus pas, malheureusement, c'est moi qui vais conclure. Est-ce qu'il y a... Ah oui, pardon. Il y a encore un sujet. Hein. Oui, tu as encore un sujet. Simone. Oui, je me fais juste l'écho de ce que j'entends juste dans mon cercle restreint autour de moi. J'ai l'impression qu'il y a une petite incompréhension sur le vote. Est-ce qu'il y a un vote ou est-ce qu'il n'y a pas de vote? S'il y a un vote, enfin, on n'a pas bien compris. Est-ce que c'est acté? Est-ce que c'est pour information? Est-ce qu'il y a un vote? Enfin voilà. Non, on vous demande d'accuser. Non, je suis d'accord. On vous demande d'accuser réception du projet d'aménagement. Il faut le voter, hein. Il faut l'approuver, ce projet d'aménagement. C'est une dépense, c'est une délibération du conseil communautaire. Il faut l'approuver. Donc, je repose la question. C'est un vote. Qui est contre? Donc, voilà, très bien. Qui s'abstient? Ça ne change pas. Bon. Très bien. Parfait. Deuxième sujet, et non des moindres. Sujet suivant, le projet de classement du site des Hautes-Chaumes du Forêt. Les services de l'État et donc l'ADREAL portent un projet de classement du site des Hautes-Chaumes et sollicitent notre avis officiel, celui de Loire-Forêt Agglomération et celui des communes concernées. Ce classement permettrait de protéger les monuments naturels et les sites dont la conservation et la préservation présentent au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général. L'objectif est de conserver les caractéristiques du site et de le préserver de toute atteinte grave. Ainsi, les sites classés ne peuvent être ni détruits, ni modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf bien sûr autorisation spéciale du ministre en charge des sites et du préfet. Cette règle s'applique à l'intérieur d'un périmètre qui est cartographié et décrit précisément à l'échelle cadastrale par le décret de classement.
Ce projet de classement s'appuie chez nous sur 2 critères pittoresques et historiques. Le territoire concerné, vous avez dû voir les cartes en annexe. Il y a 7 communes du Puy-de-Dôme et 6 communes côté Loire, nous concernant. Ces 6 communes côté Loire sont La Chambonnie, Chalmazel-Jansanière, Sauvin, Saint-Bonnet-le-Coureau, Roche et Lérigneux. Les effets, la durée du classement, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de limite de durée. Une fois que c'est classé, c'est sans limite. Les effets du classement, il y en a 3. Il y en a sur il y a d'abord les activités qui relèvent de la gestion courante. Ceux-là peuvent se faire dans le respect du site, bien entendu. Il y a des choses qui sont expressément interdites. Typiquement le camping, stationnement de caravanes, création de terrains de camping, publicité, installation d'enseignes, où il faut vraiment une autorisation du préfet, des lignes électriques, téléphoniques, aériennes. Il est fait obligation d'enterrer les nouveaux réseaux. Sur le site classé à l'intérieur du périmètre, non, il ne peut pas y avoir d'éoliennes. Il y a aussi les aménagements qui sont soumis à autorisation au préalable, et cette autorisation, au cas par cas, est délivrée par soit le préfet du département, soit le ministre chargé des sites. Voilà. Donc, Loire-Forêt, donc nous, conseil communautaire, on est invité à donner un avis sur ce projet de classement. Le projet de classement est globalement en phase avec les politiques publiques portées par LFA. Mais on a identifié 2 points de vigilance. Sur le périmètre de la gestion, le changement climatique peut faire en sorte qu'il y ait des changements dans la gestion des zones. Donc, une vigilance pour l'évolution de certaines pratiques agricoles, l'épierrement notamment, qui pourrait entraîner des conséquences sur le maintien des paysages tels qu'ils sont classés. Et ensuite, un autre point de vigilance sur la planification des projets de rénovation de jasseries qui sont portés par le Conservatoire des espaces naturels Rhône-Alpes. Avec possibilité de création de muséographie, de refuges, voilà, on émet une réserve là-dessus. Donc, il vous est proposé de donner un avis favorable avec réserve. Il est aussi demandé à l'ADREAL de prévoir l'exclusion du périmètre de sites classés, les parcelles qui sont en annexe et qui sont depuis le bas de la station de Chalmazel, qui serait déjà exclu, allant jusqu'en haut du télésiège. On demande à l'ADREAL, en donnant notre avis favorable, de prendre en compte ces points de vigilance. Avez-vous des questions ? Oui, c'est encore moi. Simplement une question. Donc, sur ces communes citées, il ne pourra jamais y avoir d'éoliennes. Normalement, non. Mais ce n'est pas écrit explicitement. Ce n'est pas à nous de répondre. Il faudra que le porteur de projet éolien fasse sa demande d'autorisation de travaux à l'ADREAL, voire au ministre. Ça risque d'être compliqué pour eux. Alors, Thierry Chavaran et Jean-Luc Daval-Pommier. Oui, bonsoir à tous. Moi, je ne veux pas vous parler d'éoliennes, alors soyez rassurés. Non, simplement, vous avez suivi un petit peu l'actualité et vous avez vu que dans le domaine agricole, il y a quand même des choses, je dirais, qui inquiètent au niveau normatif, environnemental et tout ça. J'espère juste, même si ma commune n'est pas concernée, j'espère juste que ça ne sera pas un frein trop fort à l'exercice de l'agriculture, parce que c'est très bien tout ça, mais les contraintes peuvent être des fois comment je dirais, amener plus d'inconvénients que d'avantages, donc à l'exercice de l'agriculture tout en respectant l'environnement. Voilà. C'est juste une vigilance. Moi, je ne sais pas après. Voilà, merci. D'un point de vue gestion quotidienne, il ne devrait pas y avoir plus d'impact qu'il n'y en a maintenant, parce que sur cette zone, il y a déjà des contraintes dues à la charte du parc national d'Ivradois-Forêt, dues à Natura 2000. Ces contraintes-là ne vont pas être levées, elles restent, elles y sont déjà. Ça n'en amènera pas de plus si la gestion continue d'être faite telle qu'elle est faite maintenant.
Simplement, pour le coup, l'ensemble des communes concernées ont été invitées au bureau qui a traité ce sujet. On a demandé l'avis des communes concernées. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, elles sont favorables au classement. Puisque c'est le côté verre à moitié plein, c'est que ça donne une notoriété au site. C'est un peu, alors je caricature, mais quand vous avez un site qui est classé UNESCO, ça a d'énormes contraintes, des tas de normes, des tas d'obligations. Et pour autant, il y a des gens qui se battent pour que ce soit classé UNESCO parce que c'est une reconnaissance. Voilà. Donc là, en l'occurrence, les négociations ont été menées par le service de l'État directement. Nous, on a donné un avis, on a demandé l'avis du département également au bureau. C'est la raison pour laquelle il y a une réserve. L'avis des communes concernées. Et globalement, ça convergeait vers la proposition qui vous est faite sur la délibération de ce soir. Jean-Luc. Oui, moi, Non, c'est Jean-Luc. oui, Jean-Luc. bonsoir à tout le monde. Moi aussi, j'ai la crainte que ce classement de cette zone entraîne mieux de conséquences négatives plutôt qu'elle apportera de choses positives pour le territoire. Surtout parce que, bon, je ne veux pas reprendre les termes de Thierry, parce que je voulais intervenir là-dessus, surtout dans le contexte où on est aujourd'hui, où notamment il y a une pression qui est faite très forte sur l'agriculture au niveau environnemental, et il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui par les gouvernements qu'il faut faire un petit frein là-dessus, parce qu'autrement on va aller vers des problèmes très compliqués. J'ai suivi un petit peu les débats concernant la crise agricole et je me suis aperçu avec grande surprise qu'il y avait des nouveaux interlocuteurs qui s'immisçaient dans les débats et qui se présentaient en tant qu'écologistes activistes. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas si c'est une nouvelle profession, s'ils sont rémunérés par qui, mais j'ai bien peur que si certaines de ces personnes s'immiscent dans ces projets comme ça va être très compliqué pour faire avancer les choses. Paul. Bon, moi, en tant qu'ancien agriculteur, je ne suis pas concerné par le périmètre, mais je m'inquiète un peu quand même. Je suis comme Jean-Luc, mon voisin, et puis Thierry, parce que je crois que tout le monde a bien vu ces jours quand même la crainte des agriculteurs. Alors, on dit le Puy-de-Dôme, ils sont d'accord. Je regrette le Puy-de-Dôme, il n'y a plus de ferme. Hein. On voit bien ce qui reste, malheureusement. Et je ne voudrais pas que mon secteur soit impacté comme le Puy-de-Dôme. Alors, je souhaite. J'en ai discuté tout à l'heure avec Joël Épinard avant de partir pour savoir quelle était la position de la commune de Saint-Bonnet. Vous avez dit qu'il y a 6 communes sur le département de la Loire. Moi, je voudrais savoir fermement les communes qui ont délibéré favorablement à ce projet. Mais je veux vous voudrais surtout pas qu'à l'avenir, les agriculteurs qui ont encore des vaches sur les montagnes, même la commune Jansanière dont je suis concerné, hein, moi aussi, voilà, par des terrains agricoles là-haut, je ne voudrais pas qu'un jour, les agriculteurs qui exploitent ce terrain dans ces communes soient encore pénalisés. Je crois qu'aujourd'hui, vous l'avez bien vu, moi je vous parle en tant qu'ancien agriculteur, jamais j'ai vécu comme les agriculteurs vivent aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde agricole, dans cette salle, on peut se compter sur le bout des doigts, malheureusement, mais je pense quand même qu'il faut être conscient des difficultés des agriculteurs. Moi, je voudrais savoir si toutes les communes ont délibéré favorablement, et moi je pense... Je m'abstiendrai sur ce dossier parce que j'ai des craintes. J'étais après-midi avec des exploitants forestiers qui m'ont questionné à ce sujet. Ils me disent, mais qu'est-ce que vous allez faire? Comment on va faire pour exploiter s'il y a encore des contraintes pour traverser les ruisseaux et tout? Alors, je pense que des fois, bon, on est bien, mais il y a certaines limites pour exploiter, je crois, faire vivre notre pays. Alors, Joël Épinard. Non. Si, Joël Épinard, tu avais demandé. Ouais. Joël. Oui, sur ce dossier, c'est vrai que quand on parle de rajouter des contraintes ou des normes, il faut toujours poser les bonnes questions. Et là aussi, il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, et non pas plein de vin. C'est vrai que sur cette zone, aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu les programmes LIFE, les MAE, tous les programmes qui ont été mis en place, je pense qu'il n'y aurait plus d'agriculture aujourd'hui sur ces zones. Parce que c'est des zones qui sont très difficiles, il faut le reconnaître. Et pour être exploité, il faut qu'il y a des contraintes, c'est vrai, donc dans les Natura 2000, il y a des programmes d'action. Les programmes d'action sont utilisés à 100%, donc ça veut dire quand même les agriculteurs sont rentrés dans la démarche, alors soit à titre direct, soit par le biais des coopératives. Donc je pense qu'au niveau contraintes agricoles, par rapport à la Natura 2000, ça ne changera rien.
parce que l'exploitation normale des parcelles, ça va rien changer. C'est sûr que si un agriculteur voulait mettre un abri ou un bâtiment là-haut, c'est sûr qu'il ne pourra pas. Mais bon, c'est pas le cas, on est dans des terrains d'estive. Et après, où ça peut être contraignant, oui, c'est vrai, par rapport aux jasseries. Bon, les jasseries, il n'en reste pas beaucoup à rénover. Et d'un autre côté, ça peut être un bien aussi, parce qu'il y a des jasseries qui se sont rénovées. Souvent, les gens n'ont rien demandé, si c'est fait n'importe quoi. Et là, de ce côté-là, ça peut être un plus. Bien entendu, c'est sûr que ça peut augmenter les coûts de rénovation. Mais voilà, il y a très peu de jasseries aujourd'hui. Si on veut les conserver dans l'état du patrimoine, c'est pas une mauvaise chose. Mais après, oui, c'est sûr que je pose des questions. Au niveau de la gestion forestière, s'il y a des pistes forestières à créer, ça sera plus contraignant. Ça rallonge les délais, d'un an, ça c'est clair. Mais après, c'est pas interdit non plus. Voilà, donc on a un programme pour faire non pas de la piste forestière, mais de la piste d'accès aux parcelles. Donc si on touche pas trop, si on ne fait pas des grandes ouvertures dans la forêt, il n'y a pas de souci. Et ça évitera aussi, donc c'est déjà interdit, mais malheureusement pas toujours respecté, c'est dans les sapinières, les coupes à blanc, ce qui est pour les forestiers qui connaissent un peu la gestion de la sapinière, qui est une catastrophe. Donc ça renforce un peu plus, bien que ce soit déjà interdit. Voilà. Jean-René Joandel et François Forcher. Oui, alors la commune de Sauvain n'a pas encore délibéré puisqu'on va le faire vendredi. Par contre, jusqu'à présent, ce dossier a toujours été accueilli favorablement par le conseil municipal. On a travaillé dessus. Les agriculteurs qui font partie du conseil municipal l'acceptent complètement, puisque les activités sur la zone ne sont pas modifiées. Celles qui existent aujourd'hui, elles peuvent continuer. Donc, l'activité n'est pas remise en cause. Les sylviculteurs font un peu plus de bruit, encore pas à Sauvain, mais plutôt du côté auvergnat, parce qu'il y a, vous le savez peut-être, pour les coupes à blanc, les règles ne sont pas les mêmes du côté Puy-de-Dôme et du côté Loire. Ça, c'est l'administration française dans toute sa splendeur. Chez nous, c'est 2 hectares. Dans le Puy-de-Dôme, c'est 4 hectares. Donc, ça, on n'y peut rien. Donc, ils râlent un peu par rapport à ça, parce qu'ils demandent aux communes de voter contre le classement, sans proposer quoi que ce soit comme solution, tout simplement pour ne pas avoir de contraintes supplémentaires. Je trouve que c'est une position un petit peu rétrograde. Excusez le terme. Par contre, la commune de Sauvain, nous, on est concernés c'est nous qui sommes les plus concernés en pourcentage de territoire. On a la moitié de notre territoire qui va être classé. Et je pense que moi je dis pas impacté, hein. C'est pas une bombe nucléaire qui nous tombe dessus. On est concerné et au contraire, on va mettre un coup de projecteur supplémentaire sur notre territoire. On fait partie du classement au titre des paysages. Donc c'est normal de les préserver. Et l'activité des hommes, s'il n'y avait pas eu l'activité des hommes, les paysages ne seraient pas ce qu'ils sont. Donc il faut absolument préserver l'activité autour des jasseries. C'est ça qui dessine les paysages. Ce n'est pas la nature toute seule. Voilà ce que je voulais dire. Oui, alors je crois que tout a été un peu dit. Pour avoir suivi le sujet très près du site classé, au moins au niveau forestier, effectivement, il n'y a pas beaucoup plus de contraintes, hormis cette histoire de coupe à blanc et qui passe de 2 hectares à 1 hectare. Après, il a été prévu le cas des coupes sanitaires au cas par cas, comme il a été précisé, et qui seront données même sur des temporalités assez proches. Tout ce qui est aussi reboisement, toutes les essences ont été même vues au cas par cas et je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'essences oubliées au niveau forestier. Donc, nous, la commune, on a voté favorablement. Après, c'est vrai qu'au niveau des jasseries et de l'agriculture, on est moins concerné. Mais pareil, on n'a pas vu de réel changement à l'exploitation actuelle. Donc, non, le site classé peut que, au moins au niveau forestier, les coupes traditionnelles sont pas soumises à autorisation. Donc, il n'y a même pas de sujet. L'accès, effectivement, aux parcelles, si c'est un aménagement léger n'est pas non plus soumis à autorisation. Seul ce qui impacte réellement le paysage le sera. Effectivement, pour créer une piste, ça va être un peu plus compliqué, mais toujours faisable si c'est fait dans les conditions. Donc non, on n'a pas vu de grosses restrictions. Et oui, on a voté déjà favorablement. Voilà.
Bien, merci. Alors, comme je le disais, il y a eu un accueil des communes qui a été bon. Donc, vous avez eu la réponse à la question qui a été posée. Je rajouterai que je réitère en tout cas ce que j'ai dit au vœu de Loire-Forêt sur le soutien total de l'AGLO sur les agriculteurs. Et les contraintes sur ces parcelles sont déjà énormes et je n'ai pas vu, ou alors j'ai mal regardé, mais je n'ai pas vu que les contraintes allaient être de plus en plus fortes qu'elles le sont aujourd'hui pour cette partie-là. Pour les jasseries, alors pour le coup, j'ai regardé de très près. J'ai regardé de très près parce qu'on est sollicité pour un projet sur les jasseries de Colaigne qui est intéressant par de multiples biais sur de la rénovation de jasseries. Clairement, ma crainte était qu'est-ce qui va se passer pour les jasseries? Or, il se trouve que dans l'étude de ce classement, ils ont vu les ABF qui proposent eux-mêmes les schémas de rénovation de jasseries pour pas qu'ils se fassent n'importe quoi et c'est complètement cadré. Ben, c'est cadré, oui, mais c'est pour le coup ce qu'on cherche, puisque le problème c'était ça. Donc on est sur un, vous verrez également comment ça se croise avec notre compétence tourisme, non pas tourisme de masse, mais promenade et nature. Ce type de classement a plutôt tendance à plutôt valoriser les sites. Et enfin, début du mandat, me semble-t-il, il nous a été demandé de travailler sur un possible classement UNESCO de ces parcelles, des sites des Hauts-de-Chaume. J'ai pas rêvé quand même, c'était quelque chose. David Buisson pourrait en parler mieux que moi. Comment? Ouais, patrimoine immatériel. Et bon, bah, compte tenu de l'énorme dossier, on n'était pas sûr de la cible. Bon, ce projet des préfets était déjà en route. On a dit, ben, on va déjà voir comment ce classement-là se fait. On verra après pour être sur des niveaux encore différents. Voilà, donc c'est vraiment ça. Maintenant, compte tenu de l'actualité, évidemment que la proposition qui vous est faite n'est pas calcable sur toutes les normes qui nous assomment tous les jours en tant que professionnels et élus et qui finalement commencent à poser de gros problèmes dans notre quotidien, que ce soit pour les agriculteurs, que ce soit pour les industriels, que ce soit pour tout le monde. On est dans un pays extrêmement normatif. Et je pense que pour le coup, je voudrais séparer ces deux sujets et pas mettre un amalgame, parce qu'on est sur une préservation d'un site qui a été effectivement complètement façonné par l'homme au cours de l'histoire, complètement. Les derniers carottages et les dernières études des tourbières ont montré combien l'homme est celui qui a façonné ce paysage. On a tendance à dire qu'il détruit tout. Ben non. Là, pour le coup, c'est pas le cas. C'est pas la nature qui a construit ce paysage. Pour le coup, c'est l'homme. Et quasiment, on est en train de préserver ce que l'homme a fait. Paradoxalement, c'est presque ça. Et c'est comme ça que je l'ai vu arriver ce dossier et comme ça que l'exécutif vous le propose. Je le redis, sans a priori. Donc, voilà, j'essaye de séparer le poids normatif que je partage complètement et on le subit c'est tous les jours et plusieurs fois par jour, mais c'est vrai dans le quotidien de nos administrés à qui on en demande toujours plus. Voilà. C'était peut-être l'occasion de vous redire le soutien total qu'on peut avoir aussi à une profession qui, me semble, est assez indispensable. Y a-t-il d'autres questions, observations? S'il n'y en a pas, Marie-Gabrielle, je te propose de passer au vote. Ah si, j'ai une... ah ben Marie-Gabrielle, oui, c'est bon. Tout va bien. Hop. Voilà. Donc, êtes-vous voilà, la question, c'est êtes-vous d'accord pour donner un avis favorable avec réserve? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous remercie pour ce signal important envoyé, me semble-t-il, nationalement, parce que je le répète, on est au niveau d'un classement national. Le prochain, j'ai quelques infos, bougez pas, il n'y en a pas pour longtemps, mais un petit peu. Le prochain conseil communautaire est le 12 mars 2024 à 19h30. Je vous rappelle une information des maires, pas une réunion des maires, mais une information des maires et des CCAS des communes. Ça a été demandé qu'on élargisse cette information CCAS pour la présentation du CAO 42. Ils étaient venus vous faire une première présentation, ils ont fait un rapport sur le mal logement, globalement, et cette présentation est faite le 13 février 2024 à 19h30, donc ils vont vous parler de leur rapport sur Loire-Forêt-Agglomération qu'ils ont fait sur le problème du logement d'urgence
et de l'accès au logement. Iliwap. Iliwap, super succès, ça démarre très très fort en termes d'abonnés, puisque si on cumule l'ensemble des abonnés des 87 communes, il y a 54 856 personnes abonnées au Iliwap communaux. Eh bien, je vous le dis tout net, je vous demande d'envoyer sur vos Iliwap communaux qu'ils peuvent adhérer à la station Loire-Forêt. Il faut le dire, parce que spontanément, ils adhèrent aux communes, c'est normal. Et si on ne dit pas par Iliwap qu'il faut qu'ils adhèrent à Station Loire-Forêt, eh bien, on ne va pas pouvoir diffuser les infos Loire-Forêt. Et le but était d'éviter de passer par les communes pour diffuser des infos Loire-Forêt, puisque certaines, vous n'auriez peut-être pas envie de les diffuser, à juste titre, parce que quelquefois, les décisions ne sont pas toutes faciles. Voilà. Bref, retour sur la cérémonie des vœux, où les retours ont été positifs, très positifs. Et effectivement, la sono, on va s'améliorer. Et sur l'accès au buffet, probablement aussi. Mais il faut pas qu'on soit parfait tout de suite. Il faut qu'on garde les marges de progression. Vous allez recevoir très bientôt une invitation pour le 12 février 2024 pour inaugurer les travaux de l'aventure du rail à Saint-Marcelin-en-Forêt. Ça se fera le 12 février à 14 h. Et il y a également une inauguration le 22 février à 18 h 30 qui sont les locaux de la Chambre des métiers de l'artisanat qui prennent place. Quand vous entrez dans Loire-Forêt, à gauche, vous avez des bureaux qui ont été rénovés à la place de l'ancienne ludothèque. C'est la Chambre des métiers de l'artisanat qui va devenir locataire de l'agglo. Et puis, je vous rappelle qu'il a été mis à jour ce document sur Internet. Là, je l'ai imprimé avec mon imprimante, sur l'intranet, les soutiens et aides aux communes et acteurs du territoire. C'est à jour en 2024, donc c'est toutes les aides que les communes peuvent bénéficier en ingénierie, en moyens financiers, mais également les artisans, les commerçants, les entreprises, entre autres. Et enfin, en sortant, non pas et enfin, je redis ce que Jean-Marc Grange nous a dit au bureau, on reçoit une épreuve du Critérium Dauphiné qui passe par un certain nombre de communes. Le lundi 3 juin, au col de la Loge. C'est ça, lundi 3 juin, une étape de 142 km qui part de Ghana et qui arrive au col de la Loge. Et en sortant, vous pourrez prendre à destination de l'ensemble des élus du conseil communautaire, je vous invite à le distribuer à vos élus communaux. En tous les cas, là aussi, il doit y avoir un accès intranet. C'est le fascicule sur la théomie, où vous savez tout sur la théomie. Voilà. Il suffit de le lire et de le relire, et vous avez des informations très détaillées. Prenez-le avant l'apéro, vous risqueriez de l'oublier peut-être après. Allez, on se retrouve au niveau du verre de l'amitié.